Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 mai 2021. J'avais l'intention de vous parler de Max Picard et de son ouvrage Le monde du silence, publié à Zurich en 1948. Mais je ne sais pas où je l'ai mis dans ma bibliothèque. Suite aux commentaires d'hier où je vous disais que le silence était peut-être un avantage de classe, des classes aisées, des classes supérieures, qui pouvaient disposer de cet outil pour se ressourcer, pour refaire leurs forces, pour aller puiser des solutions à leur organisation du monde. Et que, en fin de compte, la pandémie, dans les choses positives qu'elle nous a apportées, une recrudescence du silence, une recrudescence dans les rues, une recrudescence dans le ralentissement de l'activité économique qui est toujours bruyante. L'activité économique, c'est un bruit de fond permanent. Max Picard nous disait là, le silence fait partie de la structure fondamentale de l'homme. Mais j'oserais ce mot, nous vivons dans un univers silencicide, un univers qui traque impitoyablement le silence, un univers qui ne supporte pas le silence. Or, sans silence, on ne peut pas... En fait, j'aurais envie de vous dire, sans silence, on ne peut pas parler. C'est par le silence que l'on... C'est par la voix du silence que l'on réussit à trouver, parfois, les mots qu'il faut. Ne pouvant pas trouver la voix du silence, je vais vous parler d'un petit livre qui m'a bien amusé, tant par sa désinvolture que sa construction, et par le thème aussi. Alors, le livre, c'est de Jacques Gerbert, Petite fabrique de la cathédrale et de ses alentours. Et de quelle cathédrale dont il est question? Notre-Dame d'Amiens, en Picardie. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose suite à la vidéo d'hier soir sur Rémy de Gourmont. Rémy de Gourmont avait un frère, Jean de Gourmont, qui lui aussi était écrivain. Et je vais vous montrer deux livres assez rares de ma bibliothèque. Celui-ci, qui est assez rare, et un autre qui est pas mal plus rare, et qui a un lien avec la cathédrale d'Amiens. Alors, les Français au Canada, voilà, les Français au Canada. Un livre que j'ai acheté à l'époque, et il y a encore le prix. Et ouais, et le livre, vous voyez, porte l'ex libris de Victor Morin. Ouais, Victor Morin et le numéro 466, donc on aura compris que c'était son 406e ouvrage. Et on y trouve cette mention rare et on y trouve également le prix, 250 $. Acheté il y a près de 30 ans. Et il y a 30 ans, pour moi, 250 $. Vous voyez, on reconnaît la carte de Giacomo Falconi. Tenez, je vous la montre. Feu Giacomo Falconi, qui est décédé il y a déjà peut-être une douzaine d'années. J'avais failli acheter sa maison, une maison victorienne dans le centre-sud. Mais à ce moment-là, j'avais failli, en tout cas. J'avais eu la velléité de croire que je pouvais le faire. À une époque, à Montréal, en 95, où on pouvait trouver une maison victorienne pour
à peu près 100 000 $. Je n'ose imaginer la valeur de la maison qu'elle a actuellement. Alors donc, j'avais mis mes sous de côté et je m'étais porté acquéreur des Français au Canada. Évidemment, bon, ben, c'est sur Champlain, c'est sur les Indiens, sur les Hurons, bref, la vraie histoire de l'Amérique. C'est au Québec qu'elle a commencé. Tout le monde l'a oublié, mais je vous renvoie au livre de Fisher, Le rêve de Champlain, et aux ouvrages incroyablement denses et savants et extrêmement intéressants de Gilles Havard. Alors donc, c'est quoi la petite fabrique de la cathédrale et de ses alentours? Eh bien, à partir d'observations des 110 stalles de la cathédrale d'Amiens. Alors, les stalles, c'est les sièges en bois, alors qui sont une des merveilles d'ébénisterie du 16e siècle. 110 stalles où étaient les priants autour de la baie. Alors, et c'est considéré, la Bible, la cathédrale d'Amiens est considérée comme un bijou architectural. Alors, on s'approche. Jean Ruskin, auteur du 19e siècle, a écrit aux alentours de 1840-1848 la Bible d'Amiens. Alors, il a voulu faire une reconstitution historique de l'implantation du christianisme en terre d'Europe. Et la deuxième partie de son ouvrage, la Bible d'Amiens, est consacrée à la construction de la cathédrale. Et qui a traduit le livre de Ruskin et qui a fait la préface et la moitié du livre? C'est lui qui l'a préfacé, Marcel Proust. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Alors, je vous le montre. C'est la première édition, numérotée. Le tirage est de 600. L'exemplaire porte la justification du tirage, le numéro 634. Traduction, notes et préface par Marcel Proust. Et en fait, je dis la moitié, mais c'est peut-être pas la moitié, mais assurément, c'est le tiers. Alors, vous vous doutez bien que c'est extrêmement... c'est pas mal rare comme livre. Et c'est une des belles... des belles pièces de ma bibliothèque dont je suis pas mal fier de posséder. Les joies de la bibliophilie, c'est ça. Et puisqu'il est question de bibliophilie, alors je vais vous lire un passage de Jacques Gerbert sur... Alors, c'est un livre intéressant parce que on y retrouve Claude Monet, on y retrouve Paul Valéry. Alors, c'est des regards obliques à l'intérieur de la cathédrale des stalles, alors des fauteuils. Alors, on peut imaginer Claude Monet qui installe son chevalet. On peut imaginer Valéry. On peut imaginer Madame de Régnier. On peut imaginer l'historien... Alors, je vous lis le passage concernant la bibliophilie. On trouve chez ce libraire installé rue des Bondes, à 2 pas de la cathédrale, des œuvres échevelées qui dorment sur le second rayon de ses bibliothèques. Elles fleurent parfois le soufre et paraissent dictées par l'ange du bizarre.
Ce sont des fleurs du mal à humer avec délice. C'est ainsi qu'on peut s'y procurer, outre le fameux livre du docteur Bienville, la nymphomanie ou traité de la fureur utérine, cet ouvrage dont le nom fera pâlir d'envie tous les bibliophiles amiénois. Les plaisirs d'Amiens, ses bas-fonds, ses jardins secrets, par l'auteur du Libertinage, de la Bible dépouillée de ses longueurs, du mauvais plaisant, etc. On peut aussi y acheter pour une somme déraisonnable la gnominique mise à la portée de tout le monde du bon Michel du Tertre, descriptif joint. Pièce numéro 4279 du catalogue. Librairie rue des Bondes, Amiens. Duterte, Michel. Monique mise à la portée de tout le monde, ou méthode simple et aisée pour lire les labyrinthes de la cathédrale d'Amiens. Lille, Mossy, 1773, Inuit, relié pleine basane, dos anaire orné, 5 planches gravées sur bois ortex, ex-dono du lycée d'Amiens donné par la ville à l'élève fort en 1812, en premier prix de géométrie, bon exemplaire, étiquette de libraire, prix 3500 francs. Le vicaire, profitant d'un moment de loisir et remis tout à fait de sa rage dedans, a la malencontreuse idée d'entrer dans cette librairie. Nous devons à la vérité de dire que le propriétaire l'a vu, à plusieurs reprises, hésitant sur le pas de la porte. Dans un geste généreux et par un stratagème qui se révélera en la circonstance inopérant, le libraire veut empêcher le vicaire d'approcher du rayon infernal. Trop tard, le saint homme parcourt déjà un petit volume relié pleine peau. Un poète y a déposé ces mots. Bonne chose, la chose qu'on en chose, à bout de langue. Le vicaire, infiniment moins gêné par la situation que le libraire, se demande pourquoi le poète a cru bon d'ajouter à ses vers finement troussés une formule qu'il désapprouve et qui le rend morose. Nous aimons les créatures sans postérité. À la devanture, le libraire met à la disposition des chalands et des curieux désargentés quelques livres soldés. Paul y trouve une série noire, inconnue de lui. Il l'ouvre, comprend en parcourant l'ouvrage que, pendant un office, la cathédrale s'est effondrée. Rien de moins. De nombreux paroissiens se trouvent à l'intérieur, prisonniers des blocs de pierre. Marcel, qui visitait le monument au moment du drame, se retrouve coincé contre une jeune femme, Marie-Claude, qui assistait à l'office. Paul, tout à sa lecture, poursuit. Elle devenait subitement plus lourde, ne bougeant plus, abandonnée. Je l'ai regardée en coin, elle était toute blanche. D'un coup, j'ai eu peur. Cette nana, elle pouvait mourir là, sur moi, et se décomposer sans que je puisse bouger d'un poil. Et son poids forçait sur mon bras gauche, et la douleur revenait et me lançait atrocement. J'ai essayé de bouger mon bras droit, j'ai réussi à le décoincer, et j'ai découvert un petit espace où j'ai pu le remuer. En agitant ma main pour que les fourmis disparaissent, j'ai senti la hanche de Marie-Claude. Sa peau, la peau du haut de ses cuisses, j'ai pensé. J'en ai profité pour déplacer ma quéquette, coincée et meurtrie, et